Bonjour, je vais commencer par rappeler que les notions ont fait la dernière fois. Donc, vous parliez de la courbure d'une courbe dans un premier temps. Donc, je vais écrire courbure d'une courbe. Alors, il s'agit d'un théorème et une définition que nous avons vue tout d'abord. On a dit que avant de passer à la courbure d'une courbe, donc nous avons défini ici le vecteur tangent unitaire. Nous avons commencé par la définition suivante. Donc, on a dit que on appelle vecteur tangent unitaire en un point M est égal à J de S de l'arc gamma. Le vecteur suivant, tau de S est égal à J de S. Voilà, donc comme remarque, nous avons dit que si M est un point de l'arc régulier orienté gamma, le vecteur tangent tau de S ne dépend que du point M et non de la paramétrisation choisie. Je note aussi la remarque, c'est intéressant. Remarque, on a dit que si M est égal à J de S est un point de l'arc gamma, l'arc gamma régulier, orienté, le vecteur tangent tau de S ne dépend pas de la paramétrisation choisie, mais il dépend de M. Mais il dépend de M. Alors, on a dit que si l'on change l'orientation de gamma, ce vecteur ne change pas. Pardon, ce vecteur change en son opposé. Ce vecteur change en son opposé. On a aussi parlé on a parlé de la courbure. Alors, on a cité la définition suivante. Définition. On a dit que la fonction numérique définie sur G par
À chaque S, on fait associer rho de S qui est égal à la norme de G seconde de S est appelée la fonction courbure de gamma ou courbure, tout simplement courbure de gamma, donc de gamma au point M. Alors, on a dit que, on a remarqué, on remarque, on a parlé de rho de S. On a dit que c'est un point, c'est un élément c'est un invariant géométrique. C'est-à-dire, il ne dépend pas de la paramétrisation choisie. Donc, rho de S ne dépend pas de la paramétrisation choisie. Alors, on a dit aussi, on a remarqué que rho de S est égal à 0 si seulement si le point M qui est égal à G de S est un point d'inflexion. Ça veut dire quoi un point d'inflexion? Ça veut dire que G', les deux vecteurs G', S et G seconde de S sont deux éléments qui sont collinéaires. Ensuite, il y a un système qui sont collinéaires. On a parlé aussi de la fonction normale principale. Donc, la fonction normale principale, il est définie comment? Donc, c'est une fonction définie sur G et qui, à chaque S, on fait associer un V, vecteur vitesse, qui se calcule de la façon suivante. Donc, G seconde de S sur la norme de G seconde de S. En d'autres termes, c'est G seconde, c'est la dérivée seconde de S sur rho de S. Avec S appartient à G. Alors, ici, il s'agit de la fonction normale principale, mais la droite passant, la droite passant par le point et de vecteur directeur mi, bien V de S est appelée la normale principale. On a aussi le nombre suivant, le nombre
R de S est égal à 1 sur rho de S est appelé rayon de Courbet. On a parlé aussi du point I. Le point I, alors défini par MI, qui est égal à R de S, V de S, est appelé centre de Courbet. Est appelé centre de Courbet. Alors, nous avons remarqué aussi que, remarque, nous avons remarqué aussi que le point I et le vecteur mu de S, bien V de S, ne dépendent pas de, ils sont indépendants de l'orientation, ne dépendent pas de l'orientation de gamma. Ne dépendent pas, ne dépendent pas de l'orientation de gamma. De gamma. Pour le deuxième point, nous avons aussi remarqué que on a la norme G' de S est égale à 1, ceci au carré. Ceci, si, si nous permet en fait par dérivation, par passage à la dérivation, ceci nous conduit à G' de S scalaire G seconde de S est égal à 0. Ceci aussi nous conduit à un résultat très fort qui est taux de S scalaire de S égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que taux de S et V de S sont perpendiculaires. Alors, la troisième remarque, c'était que, en fait, on a, pour la troisième remarque, le vecteur V est dirigé vers la concavité de la courbe. Il est dirigé vers la concavité de la courbe. Alors, on a parlé du cas d'une paramétrisation quelconque. Alors, pour le cas d'une paramétrisation quelconque, alors c'était, tous ces éléments sont pour les paramétrisations normales en particulier, mais pour la paramétrisation quelconque, on peut passer par des calculs intermédiaires qui permet en fait de faire sortir les éléments ou bien les éléments le vecteur unitaire, la normale principale et le vecteur normal principal et puis la covariance. Donc,
Voilà. Donc, dans le cas d'une paramétrisation quelconque, nous avons le cas suivant. Cas d'une paramétrisation quelconque. Alors, nous avons défini un certain IF qui est une paramétrisation quelconque de gamma, avec gamma orienté régulier, tout ce que vous voulez, orienté régulier. Nous avons 100 points d'inflexion. Donc, on décrit dans l'étude de la position de la tangente par rapport à la courbe. Et nous avons un certain G de G qui est G, une paramétrisation normale de gamma. Et on a l'abscisse curviligne S de T. Nous avons défini F de T est égal à 0 de S de T et on a calculé le taux de S comme étant F' de T sur la norme de F' de T. Et on a calculé ρ de S, mais en prenant en considération les, le, comment on dit, mais la dimension de l'espace sur lequel on travaille. Ça veut dire que ρ de S est égal à déterminant de F' T, F seconde T, sur la norme de F' T à la puissance 3, ceci pour n est égal à 2. Alors, pour n est égal à 3, nous avons ρ de S égale la norme de produit vectoriel de F' de T avec F seconde de T sur la norme de F' de T à la puissance 3. Alors, ceci pour n est égal à 3. Et on a passé aux déterminations du formule de Freinet. Nous avons dit que un repère de Freinet dans le cas de R, si vous avez alors repère de Freinet, dans le cas du plan, dans R2. Donc, on a défini une fonction ou bien une paramétrisation définie de I avalant dans R2. Et à chaque S, on fait associer J de S. Et on a le repère de Freinet dans ce cas-là, repère de Freinet. Il est défini par quoi? Il est défini par le point M qui est égal à G de S, bien sûr, et taux de S et un troisième vecteur, taux 1 de S. Alors, avec M est égal à G de S, taux de S, c'est le vecteur unitaire, le vecteur normal, le vecteur unitaire, le vecteur tangent. Donc, c'est F' de T, G' de S. Et taux 1 de S, c'est quoi? C'est le vecteur qui fait un angle, donc on obtient en faisant une rotation de P plus P sur 2 de taux de S. Ça veut dire taux 1 de S et le vecteur déduit de le vecteur déduit par la rotation, déduit de taux de S par une rotation. Taux de S par la rotation plus P sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si par exemple vous avez votre
courbe qui est comme ça. Donc, vous avez ici le temps il est orienté positivement. Donc, je vais faire une rotation P plus sur 2 pour obtenir le temps 1. Voilà. Dans notre cas, je dirais de n'importe quoi. Si vous avez, par exemple, le vecteur tangent, votre courbe, il est orienté dans l'autre sens. Donc, ça veut dire que la tangente, elle est comme ça. Donc, vous pouvez avoir la tangente, elle est là. Ici, votre temps 1 de S, il est dans ce sens-là. Donc, on a dit que ce vecteur temps 1 de S s'appelle, temps 1 de S est appelé, temps 1 de S est appelé le vecteur normal orienté. Merci d'éteindre vos micros. Orienté unitaire. Bien sûr, un changement d'orientation de gamma permet de changer taux et taux 1 en leur opposé, mais un changement d'orientation de l'espace R2 ne change pas taux de S, mais il change taux 1 de S en moins taux 1 de S. Donc, c'était une remarque que nous avons fait. Alors, concernant les formules de Freinet dans ce sens-là, dans ce cas, on a dit on a défini une courbure algébrique. On a parlé de la courbure algébrique, la courbure algébrique. Alors, la courbure algébrique, il est noté rho 1, qui définit S, qu'à chaque S, on fait associer rho 1 de S, tel que la valeur absolue de rho 1 de S donne rho de S. Ça veut dire soit rho de S est égal à rho 1 de S, soit rho 1 de S est égal à moins rho de S, selon l'orientation de la courbe que nous avons. Ou bien l'orientation de R2. Pardon. Alors, c'est rho 1 de S est positif. Mu de S, on a aussi remarqué que c'est rho 1 de S est positif. Donc, mu de S coïncide avec temps 1 de S. Dans le cas, si rho 1 de S est positif. Si rho 1 de S est positif. Mu de S est égal à moins temps 1 de S si rho 1 de S est négatif. Et les formules de Freinet sont données comme suit. Les formules de Freinet dans ce cas sont données comme suit. Si toujours la dérivée de taux par rapport à S est égale à O1 de S, O1 de S, nous avons la dérivée de taux de 1 de S qui est portée sur taux de S, mais avec un coefficient qui est égal à moins O1 de S. Voilà, donc dans le cas de R3, donc dans R3, ça veut dire que G est défini de I à valeur dans R3. À chaque S, on fait associer G de S. Alors, paramétrisation normale, bien sûr, paramétrisation
normal d'un arc de gamma qui est considéré orienté régulier jusqu'au bout de classe CK. Donc, je vais noter comme ça. Donc, il est orienté régulier de classe CK avec K supérieur ou égal à 3 sans point d'inflexion. Ce sont des caractéristiques qui doivent satisfaire cette paramétrisation pour se permettre en fait de définir son repère de Freinet, l'inflexion. Alors, le repère de Freinet, dans ce cas-là, il est défini comme suit. Le repère de Freinet, alors c'est le repère constitué par M, taux de S, mu de S, B, bêta de S. Écrire bêta de S. Avec bien sûr M, c'est un point de la courbe donc, qui s'obtient en calculant G à l'instant S. Le temps, c'est le vecteur tangent, bien sûr. J'ai pris de S. Mu de S, ou bien V de S, c'est G seconde de S sur la courbe de G seconde de S, c'est le vecteur normal principal. Et nous avons finalement le dégât de S, c'est le taux de S s'obtient en calculant le produit vectoriel de taux de S et V de S. Alors, montrons qu'un changement d'orientation gamma change le repère M taux de S en M moins taux de S, V de S et bêta de S, et moins bêta de S. Pour le calcul de la torsion, la fonction torsion, c'est la fonction qui s'obtient. La courbure, on a calculé, on sait très très bien c'est quoi la courbure. La courbure, elle est notée dans ce cas-là par K, donc c'est G seconde de S. Et on doit définir la torsion, tau, qui est la torsion. Alors la torsion, on l'obtient en calculant le principe d bêta sur ds, donc qui est porté sur la droite qui est de vecteur directeur V de S. Alors, en considérant un coefficient qui s'appelle taux de S. C'est ça le taux de S. Et on a vu aussi comment peut-on calculer ce taux de S sans passer par ces écritures. Alors, les formules de Freinet dans ce cas-là. Alors, d de temps sur ds, donc il est porté par la normale, donc c'est K, mu de S. Nous avons la dérivée de mu de V par rapport à S. Il est porté par deux choses, donc moins K taux de S sur la tangente, plus θ de S, bêta. Et la dérivée de bêta par rapport à S, ça se calcule. Donc, il est porté par N de S. C'est pas N de S, c'est V de S. On a bien une notation. Ici, vous avez taux de S. Bon. Alors, il y a dans quelques bouquins, vous allez retrouver que ici, vous avez plus taux de S, ici, vous avez moins taux de S. Dans d'autres bouquins, il y a moins taux de S plus taux de S. C'est par convention pour garder l'antisymétrique de l'essentiel, ce que vous avez une matrice antisymétrique qui s'appelle une matrice de Freinet. Donc, c'est ce qui permet en fait de déterminer ces formules. Et dans ce cas-là, vous avez le repère de Serre-Freinet, pardon, mais ce n'est pas le repère de Freinet, mais le repère de Serre-Freinet. Et voilà, donc c'est l'essentiel de ce que nous avons vu. Là, on a aussi traité le cas général, ça veut dire si vous avez une paramétrisation quelconque, comment peut-on définir le son repère de Freinet? Nous avons calculé
la torsion en utilisant cette formule. Vous avez une autre formule de calcul de la torsion. Il s'agit de la formule suivante. Donc, c'est moins déterminant de f' de t, f seconde de t, f3 de t, sur la norme de f' de t, vectoriel f seconde de t, au carré. Voilà, je pense que c'est tout ce que nous avons vu la dernière fois, donc c'est l'essentiel de ce que nous avons vu. Maintenant, aujourd'hui, je vais commencer le traitement d'un nouveau chapitre, qui sera le dernier. Donc, c'est le chapitre sur les surfaces. Voilà. Donc, pour le chapitre sur les surfaces, bien sûr, donc, si vous avez bien saisi ce que nous avons fait sur les coups, donc c'est pratiquement la même chose qu'on va faire pour les surfaces. Sauf que la différence existe dans la considération des paramétrisations que vous avez. Pour les courbes, nous avons, par exemple, au départ, nous avons parlé de la courbe paramétrée. Donc, une courbe paramétrique, nous avons défini par le fait que vous avez un certain intervalle une application f ou g, d'accord? Avec, on a dit que i, c'est un intervalle de r, et on a dit que g, c'est une application définie de i à valeur dans r, n. Avec n, on prend les valeurs, je dirais de n'importe quoi, 1, 2, 3, c'est à partir de 1. Donc, alors, avec g, bien sûr, c'est une fonction qui est continue. Ça veut dire que les fonctions composantes, donc S, nous avons des fonctions composantes, G de S. J'écris F et si je continue à travailler avec G de S. Donc F de S, constitué par F1, Fn comme composé, fonction composée. Donc les Fi sont tous continus. Alors, on a parlé aussi de si on dit que EF est de classe CK, avec K supérieur ou égal à 1, si seulement si, bien sûr, les FI sont aussi de classe CK. Alors, dans ce partie, on va considérer une fonction f, grand F, alors définie de D à valeur dans R3, avec bien évidemment D, c'est un domaine de R2, cette fois-ci. D'accord? Donc, le couple que nous avons sur lequel on va travailler, c'est DF. C'est ce qui est appelé surface paramétrique. Je vais les faire l'approche avant de passer à la définition concrète. Donc, au lieu de travailler avec un intervalle et une application de l'intervalle dans RL, maintenant vous avez un domaine de R2 qui sera pris en considération et puis pris en considération et puis une fonction f fonction à double variable donc qui est définie de domaine D à valeur dans R3. Voilà la définition que nous avons. Donc, étude affine des surfaces de R3. Dans ce paragraphe, on définit la notion de nappe géométrique, qui est l'analogue de la notion d'arc géométrique définie dans le chapitre précédent. Alors, comme définition, donc, on appelle nappe paramétrique de classe CK de R3 toute couple DF où D est un domaine de R2 et F est une application définie de D à valeur dans R3 et une application de classe CK.
Alors, on rappelle une chose, qu'un domaine de R2 est une partie ouverte et connexe de R2. Alors, rappelez-vous que nous avons dit dans notre chapitre, on a dit que, on a défini la notion de C K équivalent. On a dit que deux courbes IF et IG sont C K équivalents lorsque, quoi, il existe un certain θ défini de I à valeur ici GG, de I à valeur dans G, alors qui fait l'objet de changement de paramètres. Ça veut dire que F est égal à, bien, G est égal à F rho θ. Alors, et les 6 cas équivalents parce que F et G, ce sont θ, c'est un difféomorphisme. Alors, on a dit que ça, c'est un difféomorphisme, et s'appelle aussi un changement de paramètre de F à G, donc avec θ, donc et on a dit que F et GG sont considérés comme ces cas équivalents. Donc la même chose qu'on va définir pour les surfaces, regardez. Alors, deux nappes géométriques DF et delta G de classe CK sont dites 6 cas équivalents s'il existe un difféomorphisme de classe CK, θ défini de delta à valeur dans D tel que G est égal à F rho θ. Voilà. Ce sera une occasion de rappeler ce que c'est qu'un CK difféomorphisme. Alors, on rappelle qu'un difféomorphisme de classe CK de delta sur D est une bijection de delta sur D de classe CK ainsi que sa réciproque. Ça veut dire que c'est une application réciproque, c'est une application bijective. Alors, l'application, elle est de classe CK et aussi la bijection, la réciproque de l'application, elle est aussi de classe CK. Alors, on a un résultat qui permet quand même de caractériser le fait d'avoir un difféomorphisme dans ce cas-là. Alors, on a aussi le résultat suivant. Pour qu'une bijection θ définie de delta à valeur dans D soit un difféomorphisme de classe CK, avec un supérieur égal à 1, il suffit que θ soit de classe CK et le jacobien de θ ne s'annule en aucun point de delta. Donc, soit donc vous pouvez utiliser la définition de difféomorphisme de classe CK, soit le dernier résultat qui caractérise ce dernier. Alors, pour le caractériser, il faut juste avoir θ qui est de classe CK, sans vérifier le CK-1, mais si le jacobien de θ ne s'annule en aucun point, on dit que c'est un difféomorphisme. Alors, comme la relation d'équivalence CK équivalent, donc il s'agit dans les courbes, donc nous avons aussi une classe d'équivalence CK équivalent pour les surfaces. Donc, pour cela, on va considérer donc DF et delta G sont deux paramétrisations, sont dites CK équivalent. On règle la relation, cette relation-là. Dans cette relation, est une relation et une relation d'équivalence. Une relation, oui, d'équivalence. Une classe d'équivalence. Alors, le deuxième point, deux nappes delta F et delta G sont 6 cas équivalents en même image.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de d est égal à g delta. Donc, vous avez, c'est pareil, ce que nous avons déjà vu la dernière fois. Nous l'avons déjà vu pour les, euh, les cours. Donc, nous avons, pardon. Donc, nous avons deux nappes df et delta G sont ces cas équivalents en même image f d est égal à G delta. Alors, une classe, on a dit donc pour le gamma, gamma est considéré comme arc géométrique si gamma est une classe d'équivalence de courbes paramétrées qui sont ces cas équivalents. Alors, c'est pareil pour les surfaces. Donc, on va distinguer entre la surface paramétrique qui est définie par donc la donnée d'un domaine D et de l'application F avec donc la surface géométrique qui est une classe d'équivalence des courbes qui sont 6 cas équivalents, des surfaces qui sont 6 cas, des nappes qui sont 6 cas équivalents entre eux. Pour cela, nous avons la définition suivante. Donc, une nappe géométrique sigma de classe CK de R3 est une classe d'équivalence de nappe paramétrie de classe CK, ce qui est tout à fait évident. Donc, les coparamétries qui constituent cette classe d'équivalence et sont appelées des paramétrisations admissibles. Et ça, on le voit dans cette définition, le deuxième point de la définition. Donc, les nappes paramétriques constituent sigma sont appelées les paramétrisations admissibles de sigma. Si df est une paramétrisation de sigma, toute de géomorphisme θ défini de delta valeur dans D est un changement de paramètre admissible. Alors, troisième point, donc il s'agit de l'image commun de toutes les paramétrisations. Ça aussi, on l'a vu pour les cours. Alors, l'image commune de paramétrisation de la nappe sigma est appelée le support de sigma. Elle est notée sup sigma au lieu de sup gamma. Alors, pour les arcs, on a parlé de gamma. On a dit que gamma est un arc défini de gamma qui a une paramétrisation IF, par exemple. Alors, le sous-arc, c'est un arc défini par un sous-intervalle de IF. Ça veut dire que F, c'est la restriction de I sur G. Donc, tout arc défini par la paramétrisation G, F de G, F restriction de G, il est appelé sous-arc. Alors, c'est pareil pour les surfaces. Donc, si vous avez un certain D, un domaine, D et un domaine et la fonction F. Donc, soit sigma une nappe géométrique de classe séquent définie par une paramétrisation df, on appelle sous-nappe de sigma toute nappe géométrique.
sigma i défini par la restriction de f à un domaine i contenu de monde G. Voilà, c'est pareil. Donc, c'est exactement donc, la même étude que nous avons fait pour les courbes. Alors, maintenant, on va parler de l'orientation de la lame. Alors, pour les courbes, je reviens toujours aux courbes. Donc, il s'agit de la nappe orientée. Alors, je vais revenir toujours aux courbes. Nous avons parlé de l'orientation en précisant cet état qui fait l'objet de changements de paramètres et croissant ou décroissant. Θ est décroissant. Donc, là où vous avez θ croissant, ça veut dire que vous dites de l'orientation positive. Et pour le θ est décroissant, donc l'orientation est négative. Alors, comme vous êtes dans le cas ici, parce que θ, il est défini de I à valeur dans G. D'accord? Ça veut dire I et G sont deux intervalles de R. Donc, on n'a pas d'obligation, sauf que si θ est croissant, les choses deviennent plus simples pour le calcul et tout. Mais puisque maintenant pour les nappes, on est dans le cas, on est donc la dimension 2. Donc vous avez delta à valeur dans D. Avec delta, c'est un domaine de R2 et D aussi un domaine de R2. D'où vient, donc la fonction, c'est une fonction à deux variables et on obtient comme résultat deux fonctions coordonnées. Alors, dans ce cas-là, il faut penser à ce qu'on appelle le jacobien. Donc, Gθ, c'est le jacobien de θ au point UV qu'on obtient en calculant la dérivée de θ1 sur U durant U, dérivée de θ1 sur durant V, ici dérivée de θ2 sur durant U, durant dérivée de θ2 sur durant V. Donc, si vous remarquez ici, on garde la fonction, la première composante de la fonction sur la ligne et sur le numérateur. Et pour le dénominateur, on dirait par rapport, on change la variable. Mais par rapport à la deuxième ligne, donc on change par rapport à la colonne, on fait le contraire. Ça veut dire que on garde la même variable, mais la dérivation elle est différente de la fonction θ1 de la fonction θ2. Donc, pour exactement écrit dans ce paragraphe, c'est la chose suivante. Donc, nous avons soit delta et D, deux domaines de R2, et soit θ défini de delta à valeur dans D avec θ donc qui est défini par les deux variables UV et dans ces valeurs dans θ1 UV, θ2 UV, un difféomorphisme de classe CK avec la supérieure ou égale à 1 et on calcule le jacobien de θ et la fonction numérique définie comme suit. Voilà, maintenant donc on va passer à la discussion de l'orientation. Alors, comme la fonction gθ est une fonction, gθ est une fonction de classe CK moins 1 avec K est supérieur ou égal à 1. Donc, θ, gθ est continu, et il est différent de 0. Donc, soit il est positif ou négatif. Donc, c'est ce qui permet en fait de déterminer l'orientation de θ. Selon si gθ est positif, on dit que la nappe elle est orientée positivement, mais si gθ il est négatif, on dit que la nappe est orientée négativement, ou bien il est orienté de façon incorrecte. Voilà ce qui a été écrit dans ce paragraphe. Donc, je vais lire. La fonction gθ est de classe CK moins 1, K supérieur ou égal à 1. Donc, continue et gθ il est différent de 0, car θ est un difféomorphisme du fait que delta est connexe
Gθ garde un signe constant sur delta. Si Gθ est positif, on dit que le difféomorphisme θ est direct, on conserve l'orientation. Si Gθ est inférieur à 0, on dit que le difféomorphisme θ est indirect en tenant compte de deux relations suivantes. Donc, en tenant compte de deux relations suivantes, on aura les résultats que vous verrez par la suite. Alors, la jacobienne de la réciproque de θ, c'est 1 sur la jacobienne de θ. Et la jacobienne bien, la matrice, le jacobien, c'est le déterminant de la matrice jacobienne. Donc, le jacobien de la composée de θ et mi, pardon. Donc, de UV, c'est Gθ par rapport à phi, fois G de phi par rapport à, fois G phi. C'est comme la dérivation. Voilà. Donc, en tenant compte de ces deux relations, on en déduit que la réciproque et la composée de deux difféomorphismes directs sont directs. Ça veut dire que cet état est direct dans θ-1 l'est aussi. Cet état et phi sont directs aussi. Le composé est direct. On obtient alors une relation d'équivalence plus fine en posant la définition suivante. Voilà la définition. Donc, deux nappes orientées, deux nappes paramétriques df et delta G de classe séquent sont dites positivement séquent équivalentes. S'il existe un difféomorphisme de classe séquent avec θ, défini de delta à valeur dans D des rêves, tel que G est égal à F rho θ, les classes d'équivalence sigma définies par cette relation d'équivalence sont dites nappes géométriques orientées. Alors, c'est exactement l'objet du lemme. Alors, il est numéroté ici par 14, mais c'est un lemme que nous avons utilisé lors de l'étude de la courbe. Alors, on a dit que IF, I, G sont orientés positivement s'il existe un θ défini de I à valeur dans G, alors on a dit que c'est un θ qui est décroissant, tel que G, petit g est égal à F rho θ. Alors, on indique que ceci construit un certain gamma plus, donc pour dire qu'il s'agit d'une orientation positive. Alors, c'est l'objet ici, au lieu de IF, vous avez DF, et au lieu de GG, vous avez delta G avec delta et D, ce sont deux domaines de R2, et F et G, ce sont deux applications de R2 à valeur dans R3. Le choix d'une paramétrisation DF de classe séquent de sigma définit une orientation de la surface sigma. Les paramétrisations de sigma de la forme delta G avec G est égal à F rho θ. Rho θ est un difféomorphisme direct, respectivement indirect, de classe séquent constitue une nappe géométrique sigma plus ou bien respectivement sigma moins. Donc, le choix de la paramétrisation df de classe séquent de sigma définit une orientation du surface. Ça veut dire si sigma est de la forme delta G avec θ un difféomorphisme direct. Donc, θ, donc df, l'orientation de sigma sera une orientation positive. Alors, si vous choisissez df avec et θ, défini d'une façon, donc θ, alors dans D, donc, et du jacobien positif. Alors,
Alors que sigma moins, c'est lorsqu'on choisit df avec θ, bien sûr, delta à d, un changement de paramètre, et de jacobien négatif. Ça veut dire que vous avez un jacobien, vous avez un difféomorphisme indirect. Alors, on notera comme dans le cas des arcs géométriques sigma plus et sigma moins, ne sont pas nécessairement distincts. En effet, il peut exister deux changements de paramètres, θ, direct et psi, tels que, tels que l'on est. Alors, rappelez-vous que nous avons déjà vu ce résultat pour les arcs. On a dit que gamma plus et gamma moins ne sont pas forcément distincts, ne sont pas forcément distincts. Et on a parlé de l'existence d'un certain θ qui est décroissant et qui sera l'objet de la relation suivante. F est égal à F rho θ. Donc, c'est exactement la même chose que nous avons rencontré pour le résultat suivant. Donc, donc, nous avons donc, euh, on notera que comme, oui, donc, quand on est F est égal, F rho phi est égal à F rho psi, on dit alors que F admet une seule orientation. Donc, pour que F soit sigma, pardon, soit admis une seule orientation, donc il suffit qu'il existe un certain θ qui est indirect, qui satisfait la relation suivante. F est égal à F rho θ. Donc, pour en fait démontrer ce résultat, il suffit de prendre un élément de sigma plus et voir s'il est aussi un élément de sigma moins et vice-versa. C'est comme ce que nous avons fait pour les gamma plus, les gamma moins. Alors, on suppose que sigma possède, donc va aller dans un premier sens. Donc, le premier sens, donc on va supposer que sigma possède une orientation. Ça veut dire qu'il existe un certain psi direct et un psi indirect, tel que f rho phi est égal à f rho psi. Alors, f est égal à, on va faire passer phi vers l'autre sens, donc pour avoir phi moins 1 ici. Alors, f psi rho phi moins 1 donc, sera l'objet de notre θ. Et il s'ensuit que l'écriture sera donnée comme suit. Donc, c'est f est égal à f rho θ. Maintenant, est-ce qu'il est positif ou négatif? Comme phi est direct et psi est indirect, donc le jacobien de psi rho, donc le jacobien, en fait, on va calculer, on va utiliser la relation de tout à l'heure, donc le jacobien d'une composée psi rho phi moins 1, c'est la jacobienne de psi appliquée à phi moins 1 UV fois G de phi moins 1. Alors ici, le psi est négatif. Par contre, celui-là, il est positif. Donc, positif fois négatif, ça donne une valeur négative. Donc, G de θ est égal et inférieur à 0. Donc, θ est indirect. D'où le résultat suivant. Donc, voilà, il est indirect. Donc, donc vous avez le résultat dans ce sens. Maintenant, on va démontrer le résultat dans le sens contraire. Ça veut dire si vous avez un θ indirect, qu'est-ce que on peut en fait
On peut dire de l'orientation du segment. Donc, pour l'orientation, dans ce cas-là, donc on va commencer par considérer θ avec θ indirect, bien sûr. Donc, G θ est inférieur à 0, qui est pour F, donc il satisfait cette condition. Donc, vous avez F est égal à F est égal, pardon, F est égal à F rho θ. Alors, on va montrer que sigma plus est égal à sigma moins. C'est pour cela, on va considérer un delta G appartient à sigma plus. On va voir s'il appartient, si delta G il appartient à sigma moins. C'est ça la question. Donc, on va faire les choses dans l'autre sens. On va considérer delta G inclus dans sigma moins. On va voir si elle est inclus dans sigma plus. Regarde. Alors, on va considérer un certain phi défini. Regardez, il existe un certain phi défini de delta à valeur augmentée avec G de phi inférieur à 0. Et nous avons G est égal à F rho phi. Donc, c'est F rho θ, parce que déjà nous avons cette expression. Alors, c'est ça, mon cas, F est égal à F rho θ. Donc, donc, je vais considérer le composé de θ et phi qu'on va noter par psi. On va voir si phi est direct ou indirect. De la même façon, donc on va appliquer le résultat de tout à l'heure, qui est G de psi est égal à G θ fois G phi, supérieur à 0, puisque G θ, il est inférieur à 0, et G phi aussi, il est inférieur à 0, comme ce sont des éléments qui sont euh, si je vais commencer par le contraire, c'est moins, et on va chercher si c'est le plus. Voilà. Donc, elles concluent que delta G, autre delta G, appartient à sigma plus. Ça veut dire toutes les paramétrisations qui constituent la classe d'équivalence orientées positivement. Donc, elles sont orientées par un θ difféomorphisme qui est ainsi qu'un difféomorphisme θ qui est direct. Donc, c'est pareil pour sigma plus, inclus dans sigma moins. Donc, c'est ce qui permet d'avoir l'égalité. Sigma plus, il est égal à sigma moins. Donc, en résumé, lorsque θ défini de delta D est de jacobien négatif avec F est égal à F pour θ, nous avons automatiquement l'orientation, il se coïncide, ça veut dire que sigma plus, il est égal à sigma moins. Un exemple très connu dans la géométrie des courbes, dans la littérature, qui illustre, il illustre bien la seule orientation de la surface. Alors, quand je dis l'orientation de la surface, si vous prenez par exemple une feuille, alors prenez une feuille. L'orientation de la surface est faite sur une surface qui est plate, d'accord? Qui est plane. Donc, une surface de ce type-là. Alors, l'orientation, le fait de prendre cette surface, cette partie de la surface, cette face, elle est différente de la prendre de la face au-dessus. Parce que c'est là qui définit, c'est ça qui définit l'orientation. Par contre, il y a des surfaces dans la géométrie pour laquelle on ne peut pas définir l'orientation. Il y a une seule orientation, ça veut dire on peut passer de la première surface à la deuxième,
sans avoir en fait des points, je dirais de n'importe quoi, sans pouvoir retourner même notre roman ou bien le parcours, celui qui fait ce trajectoire. Donc, parmi les surfaces qui sont de ce genre-là, c'est la bande de Mobius. Et la bande de Mobius, il est très connu en géométrie. On peut même prendre, je dirais, de n'importe quoi, un petit ballon, donc et le faire circuler sur la surface. On trouve qu'on peut aller dans ce côté-là et puis on se retrouve dans l'autre côté. Ça veut dire que je peux aller de là, et en faisant la tournée, donc on se retrouve dans l'autre côté. Donc c'est ça le point fort, la force de ce bande, de cette bande, la bande de Mobius. Donc, il est caractérisé, il est paramétré par la paramétrisation suivante. Donc, UV, on fait associer 2 moins V sinus U sur 2 sinus U, 2 moins V sinus U sur 2 cos U, et V cos U sur 2 avec U varié entre 0 et 2 pi, et V varié entre moins 1 V. Donc, avec l'écriture que vous avez l'habitude de l'avoir. Donc, ici, vous avez F. Ici, le domaine D, c'est le domaine suivant. Donc, c'est le domaine 0 de P fois moins 1 qui est inclus en R2. Voilà. Sur ce, donc, je vais m'arrêter pour cette première partie, dans ce point-là. On prend une petite pause et on revient par la suite. Je prends quelques questions si vous en avez.